RC Journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous le savez, 8 juillet 2026, aujourd'hui mercredi, un an déjà de la béatification du bienheureux Floribert Boinatuy. L'Église catholique romaine a célébré la mémoire de ce jeune martyr de l'honnêteté. 26 ans d'âge en son temps, ce jeune agent de l'Office congolais de contrôle OCC basé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avait préféré perdre sa vie plutôt que de trahir sa conscience et laisser périr sa population. Floribert Boinatuy, fidèle au Christ jusqu'au bout, avait refusé une série de pots de vin pour faire passer de produits dangereux destinés à la population. Il fut levé le 7 juillet 2007 et plutôt enlevé le 7 juillet 2007 et son corps a été retrouvé plus tard le 9 juillet sans vie dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il a été sacré bienheureux l'année dernière au niveau de Rome, à Saint-Paul, hors les murs, basilique basée dans la capitale italienne. Et il faut dire que l'actualité reste également dominée par la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka au perchoir du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ONU aux États-Unis au cours d'un débat public de haut niveau consacré aux violences sexuelles liées au conflit, une réunion qui s'inscrit dans les cadres de la présidence RD congolaise au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Suivez. C'est donc une première pour la République démocratique du Congo qui a attendu plus de 3 décennies avant de retrouver ces prestigieux organes des Nations Unies, non seulement en qualité de membre non permanent, mais aussi comme président durant le mois de juillet. Pour son exercice, la RDC a opté pour la devise « plus de paix, plus de justice, plus de développement, plus de multilatéralisme ». L'ambassadeur Zenom au Congo est revenu en détail sur le programme de la RDC. Permettez-moi donc à présent de présenter le programme de travail pour le mois de juillet que le Conseil a adopté ce matin. Alors, je vais vous le présenter semaine par semaine. Alors, la semaine du 6 au 10 juillet, le 7 juillet, le Conseil recevra un exposé de la Cour pénale internationale sur la situation au Soudan. Le 8 juillet, la République démocratique du Congo organisera un débat public de haut niveau titré Femmes, paix et sécurité, sous le thème Honorer la promesse du droit international pour les survivantes et survivants de violences sexuelles liées au conflit. Pour ce grand retour au Conseil de sécurité marqué par la présidence du dit organe, la République démocratique du Congo est déterminée à aborder son exercice avec humilité et ferme volonté de faciliter les délibérations substantielles et des résultats concrets contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. Dans le cadre de la présidence tournante par la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va diriger débat public de haut niveau sur la gouvernance des ressources naturelles comme levier de paix et de prospérité. Pour la République démocratique du Congo, la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies suscite de nombreuses attentes et de manière particulière. Paul Sampou Moukoulou, président de la CNDH, entendait Commission nationale de droits de l'homme en RDC a réagi à cette nouvelle dynamique diplomatique entre espoir, mais aussi des réformes et des défis sécuritaires. Il est ici au micro de Naomi Nyongé. Avant tout, souligner le fait de la volonté de la République démocratique du Congo de mettre à profit sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour promouvoir une résolution sur la gouvernance internationale des ressources minérales, ce qui constitue une initiative qui mérite une attention particulière du point de vue des droits de l'homme. C'est là parce que la question de l'exploitation illicite des ressources naturelles ne relève pas uniquement du droit international, de la sécurité, elle est également et surtout une question aussi fondamentale de droits humains. Depuis plusieurs décennies,
les mécanismes internationaux, notamment les mécanismes des Nations Unies, ont établi que le pillage des ressources naturelles alimente des conflits armés et favorise les déplacements forcés des populations, nourrit aussi les violences sexuelles, le recrutement d'enfants soldats, ainsi que de nombreuses violations de droits civils, politiques et économiques, sociaux, culturels, que sais-je encore, et même environnementaux. C'est dans cette perspective que toute initiative internationale renforçant leur gouvernance mérite d'être examinée avec le plus grand intérêt par les institutions de protection des droits de l'homme. Et nous le savons tous que le tout premier de tout le droit, c'est le droit à la vie, et particulièrement au niveau de l'Afrique du Sud, sévit pendant cette période une vague très grave de xénophobie contre les autres frères africains qui ont élu ce pays-là comme deuxième patrie. Les Congolais particulièrement résidant dans cette partie du continent africain s'appuient sur le gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé aujourd'hui par Judith Suminwa Tuluka, pour justement exprimer leur désir ardent de revenir au pays et vivre en paix. Suivez avec Ave Maria Lufankenda. L'Afrique du Sud est actuellement secouée par une grande vague de xénophobie, alimentée par de l'inégalité et la forte présence des immigrants. Dans les différentes villes de ces pays portant l'arc-en-ciel, des manifestations, pillages des commerces et des violences sur les expatriés sont régulièrement enregistrées, provoquant le déplacement des milliers de personnes, ce qui conduit plusieurs pays africains à organiser des rapatriements d'urgence. L'attention accumulée autour d'un ultimatum lancé par des mouvements anti-immigrants, exigeant le départ des étrangers et fixant la date limite au 30 juin 2026. S'en sont suivis de plusieurs autres ultimatums des groupes de marchands ainsi que des manifestations, notamment à Soweto et dans des centres urbains, accusant les immigrants. Face à ces menaces, des milliers de ressortissants du Malawi, du Mozambique, du Ghana et de la République démocratique du Congo ont dû regagner leur pays. Il faut retenir que les Congolais résidant en Afrique du Sud demandent l'implication du gouvernement parce que la situation a totalement dégénéré et il faut agir d'avance avant d'éviter les pires. Dans l'est de la République démocratique du Congo, il faut dire que le général-major Tchéchi Justine Mayou est à Kisangani, au niveau de la ville de Kisangani, j'ai dit, dans chef-lieu de la province de la Chopo. Le commandant logistique de Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, représentant du chef de l'état-major général, était mardi à l'état-major de la 31e région militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et dans sa suite, Afrika Mujinga, notre envoyé spécial dans cette partie du pays. Mardi 7 juillet 2026, il est 10h, heure locale de Kisangani, l'heure à laquelle les commandants du corps logistique des FARDC, le général-major Tchéchi Mayou Justine, représentante personnelle du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza Moulamboué, s'est rendu à l'état-major de la 31e région militaire à Kisangani, dans la province de la Chopo, pour une visite de travail. Le général-major Tchéchi Mayou Justine s'est entretenu avec le commandant 31e région militaire ad intérim, le général des brigades Fabrice Kongolo-Mbouyi. Puis, la délégation s'est rendue à la 3e zone de défense. Ici, le commandant corps logistique a été reçu par le commandant 3e zone de défense ad intérim en charge de l'administration et logistique, le général des brigades Modeste Mpinga. Après la réunion, le cortège s'est dirigé vers le camp Sergent Ketele. Là, la patronne de corps logistique s'est entretenue avec 2 unités corps logistique, à savoir 3e base logistique, zone de défense, qui est dirigée par le colonel Alain Matamba, secondé par le colonel Kwete Bruno,
et la 31e base logistique dirigée par le lieutenant-colonel Christian Boulambo, secondé par le lieutenant-colonel Louawa Sarkozy. Le général-major Cheshi Mayou a donné des orientations aux officiers supérieurs, subalternes ainsi que la troupe. Le commandant corps a insisté sur la discipline, la loyauté et surtout les trafics d'armes et munitions. Le général-major Cheshi Mayou a clôturé sa journée par la visite des installations logistiques, messe des officiers qui lui a été dédiée et autres. On revient à Kinshasa pour parler de la deuxième édition du salon de l'imprimerie RDC 2026 qui a ouvert ses portes aujourd'hui, mercredi 8 juillet 2026 au Pullman dans la Gombe. L'événement réunit aussi bien les professionnels du secteur que les institutions et les partenaires afin de réfléchir sur le défi de la modernisation de l'imprimerie en République démocratique du Congo. Patricia Molengo Mbolekuni. Imprimer autrement, innover, produire et protéger, c'est autour de ce thème que s'est ouverte la deuxième édition du Salon de l'imprimerie RDC 2026. Un thème interpellateur qui invite particulièrement le jeune à s'intéresser davantage à ce secteur considéré comme un véritable moteur de développement économique et de création d'emplois. Cadre d'échange, de dialogue et de partage d'expériences entre professionnels, institutions et partenaires, cette deuxième édition se distingue de la première par plusieurs innovations. Par rapport à la première édition, la valeur ajoutée est que l'imprimeur congolais aujourd'hui s'affirme. Il prend sa place, il se positionne et il pense à l'innovation. Notre accompagnement pour la deuxième édition et notre objectif principal est la création d'un centre de formation pour les imprimeurs aux normes internationales et avec les machines adéquates afin de pouvoir accompagner la jeunesse congolaise à la quête de l'emploi pour une génération industrielle. Le gouvernement congolais qui accompagne cette initiative fonde de nombreux espoirs sur le travail de ce salon. Les autorités attendent notamment les recommandations susceptibles de contribuer à la modernisation du secteur de l'imprimerie et au renforcement de son rôle dans le développement du pays. Le gouvernement est dans une séquence de favoriser la diversification de l'économie. Et je crois que le secteur de l'imprimerie contribue d'une certaine manière aussi au développement de notre économie et surtout à la création d'emplois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre de l'avant. Je crois que c'est un plus. Cette première journée a été marquée par la visite des différents stands aménagés pour l'occasion. Organisateurs, exposants, partenaires et visiteurs ont découvert les innovations, les équipements et les savoir-faire mis en valeur tout au long de cette deuxième édition du Salon de l'imprimerie RDC 2026. L'affaire concernant la baleine du territoire de Mwanda dans le Congo central, l'origine de la mort étant inconnue, une baleine peut succomber à une maladie infectieuse ou à une contamination par pollution des produits chimiques ou encore une intoxication par des biotoxines ou autres. Interrogé par votre rédaction, le professeur émérite Albert Muluma Munanga du département de la sociologie de l'université de Kinshasa Unikin exprime ses réserves sur le choix des autorités RD congolaises de l'enfouissement de ce cétacé dans nos sous-sols. Suivez avec ces images. Je suis en train de fustiger, je fais surtout mes réserves sur l'ensevelissement de la baleine échouée sur le littoral de Mwanda. J'exprime mes réserves quant à la décision d'ensevelir la baleine échouée sur le littoral de Mwanda en République démocratique du Congo. Si les impératifs de santé publique et de prévention des risques épidémiologiques doivent être pris en compte avec le plus grand sérieux, cette situation aurait également dû être considérée comme une opportunité scientifique, pédagogique
et patrimonial exceptionnel pour notre pays. Une baleine est un spécimen rare sur les côtes congolaises. Après les analyses sanitaires nécessaires, il aurait été souhaitable que les autorités compétentes, en collaboration avec les universités, les instituts de recherche, le musée et les services de l'environnement, procèdent à la conservation de son squelette ou de certaines parties anatomiques. Ce patrimoine biologique aurait constitué une référence précieuse pour la recherche scientifique, la formation des étudiants en sciences biologiques, vétérinaires, environnementales et marines, ainsi que la sensibilisation du public à la conservation de la biodiversité marine. Une telle démarche aurait permis de transformer un événement malheureux en un héritage scientifique et éducatif durable. L'épidémie d'Ebola de la souche Bundibugyo ne fait pas que de morts. Il faut dire que cette épidémie touche 3 provinces parmi les 26 que compte la République démocratique du Congo. Et cette maladie paralyse aussi fortement l'économie nationale dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Et des restrictions sanitaires qui menacent de faire basculer près de 1 million de populations supplémentaires dans l'extrême pauvreté. On découvre le tout avec Ogilvy Matondo. Depuis la fermeture de la frontière entre la RDC et l'Ouganda fin mai, les conséquences économiques se sont durement senties dans l'est du pays. À Goma, le commerçant dénonce la chute de leurs activités, l'approvisionnement et des débouchés. Une commerçante interrogée explique avoir vu ses revenus fortement diminuer. Alors qu'elle pouvait réaliser jusqu'à 3 millions de bénéfices par mois, elle affirme de ne plus atteindre aujourd'hui quelques centaines de dollars. On y tourne également, les opérateurs économiques alertent sur les difficultés liées aux restrictions des déplacements et à la rareté de certains produits de première nécessité. Le programme des Nations Unies pour le développement prévient que cette crise sanitaire pourrait aggraver la pauvreté en RDC avec près d'1 million de personnes supplémentaires menacées de basculer dans l'extrême pauvreté. Pour limiter l'impact économique, les PNUD recommandent une reprise progressive des échanges avec un contrôle sanitaire strict, tout en maintenant le soutien aux populations les plus vulnérables pour relancer les activités commerciales dans les villes. Et toujours par rapport à la lutte contre la maladie à virus d'Ebola, il faut dire que les autorités congolaises ne relâchent pas avec le concours de différents partenaires, notamment l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ils arrivent quand même à implanter d'autres structures pour justement arriver à donner une bonne riposte à cette maladie. Et il y a eu l'implantation d'un autre centre, notamment de traitement au niveau du Nord Kivu. Suivi encore une fois avec Ogilvy Matondo. Face à la recrudescence des cas d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ouverture d'un deuxième centre de traitement au Nord Kivu continue d'une étape importante dans la riposte sanitaire. Cette nouvelle infrastructure devrait permettre une meilleure prise en charge de malades, améliorer l'accès aux soins spécialisés et réduire la pression sur les structures de santé déjà fortement sollicitées. Toutefois, cette mesure ne finira pas à elle seule. La lutte contre Ebola repose également sur la sensibilisation des communautés, le respect de mesures de prévention, les dépistages précoces des cas et les renforcements de la surveillance épidémiologique. Face aux variants Bundibugyo qui continuent de susciter des inquiétudes, la mobilisation des autorités sanitaires, des partenaires et de la population demeure essentielle pour freiner la propagation de la maladie et protéger la population le plus exposée. Il faut dire que toujours par rapport à Ebola,
l'ensemble du gouvernement et particulièrement les binômes, ministre de la Santé, Roger Kamba, d'un côté le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe, exhorte la population à pouvoir arriver tôt aux soins pour être guéri. Et jusque-là, la République démocratique du Congo a déjà réussi à pouvoir aider les uns les autres à pouvoir recouvrer leur santé. On aligne déjà près de 254 personnes qui ont eu à recouvrer leur santé pour être arrivés tôt aux soins. Et ils ont réussi à lutter contre la maladie à virus Ebola. Et on va au niveau du Loraba pour vous dire que le Mwami Godefroy Moïnabantu Moulongo, pour célébrer la fête annuelle de 2026, il est allé au mont Kourou à l'occasion, respectant les rituels. Il est allé communier avec les esprits des ancêtres en présence du ministre des Affaires coutumières, de la culture et de la bourgmestre de la commune de Fongourumé. On découvre l'ensemble de ces images avec Mandi Kouyala. Sous un soleil de Bunkeya, adouci par la célébration du 28e anniversaire de la fête du trône de Sa Majesté Mwami Moïnabantu Moulongo Kaneranera Godefroy Junior, roi des Garingazé, le grand chef de la chefferie de Bayeke, Bunkeya a vibré au rythme des traditions et des honneurs. De nombreuses personnalités nationales et provinciales ont marqué de leur présence à cette cérémonie. Les ministres représentants des institutions, parmi lesquels la ministre nationale du genre, famille et enfants représentant la première ministre, la représentante du président de l'Assemblée nationale, les vice-ministres de l'Intérieur et Sécurité, le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga ainsi que le représentant du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. La commune de Fungomé fut dignement représentée par le bourgmestre intérimaire l'honorable Aline Makano Chulombo, qui se distingue par son engagement diplomatique. Sa participation active, notamment lors de la remise d'un présent au couple royal, a renforcé l'image des Fungomé comme une entité ouverte et respectueuse de tradition. Le moment fort incluait la descente rituelle du Mwami du Mont Koulou et son salut au peuple à la place Mimboulou. La danse traditionnelle du groupe folklorique Mboudje Chimi Koulou de Boulouba Ibukata. La remise du brevet de mérite MT Kassalou à la reine Cécile Naone Mounongo, un peu tard dans la soirée, c'était la reconnaissance envers 5 enseignants ayant consacré plus de 50 ans à l'éducation et récompensés avec des motos neuves par les couples royales. La journée s'est achevée dans une ambiance festive portée par la musique de l'artiste Erdi Kanira, symbole d'un peuple uni dans la joie et la reconnaissance. Nous allons compléter l'actualité avec notre rubrique Plus d'infos dans une sélection et un commentaire signé pour vous par cette fois-ci Ogilvy Matondo. La République démocratique du Congo franchit une étape diplomatique importante de son histoire en ainsi depuis le mercredi dernier la présidence tourmente du Conseil de sécurité des Nations Unies, une première depuis plus de 3 décennies que Kinshasa attend mettre fin pour défendre les priorités liées à la protection des civils, à lutter contre l'impunité et à la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Selon la primature, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des violences sexuelles dans plusieurs zones de conflit à travers le monde, en particulier dans l'est de la RDC. Une dame testée positive à la maladie à virus Ebola et prise en charge par la riposte depuis le 28 juin 2026 a été déclarée guérie mardi dernier à Beni, au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Les autorités médicales urbaines, les familiers, les membres de la société civile ont osé de leur présence dans cette cérémonie. Sous une émotion de joie, la dame guérie a eu le mot juste pour remercier tout le personnel soignant pour leur dévouement et qui lui a sauvé la vie. Profitant de cette occasion, l'ONG International Medical Corps a mis à profit l'opportunité pour appeler la population tout entière à s'approprier la riposte et à comprendre qu'Ebola est là et tue. Mais plus on vient tôt et soigné, plus on rentre aussitôt et guéri. C'est de rappeler que c'est le 2e guéri après celui du juin dernier. Face à l'épidémie Ebola, la RDC et l'Ouganda resserrent leur coopération sanitaire. En visite à Bunia mardi dernier, le ministre d'Ougandais de la Santé, Dr Christian Boryumuzi, a annoncé les déploiements des experts.
un appui logistique ainsi que la mise en place des centres de traitement dans les zones frontières. Selon le ministre ougandais de la Santé, cette coopération s'appuie sur un protocole d'accord conclu entre les deux pays. Et en sport, ils étaient à 9 représentants africains au départ de 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, puis 2 en 8e. Aujourd'hui, un seul reste en lice. Il s'agit du royaume chérifien, le Maroc. Et les Lions d'Atlas portent désormais les espoirs de tout un continent. Et après leur historique demi-finale au mondial organisé en 2022, les Marocains confirment donc qu'ils font désormais partie des grandes nations du football. Suivez. De 9 représentants africains en 16e de finale, il n'en reste plus qu'un. La demi-finale de 2022, un choc entre des grandes nations du football avec des joueurs évoluant au plus haut niveau mondial. Le Maroc rêve leur formidable époque. Et justement, pas très loin du sport roi, le football, on va prendre ces chapitres qui chez nous passent pour être la fille aînée de la culture. On parle de la musique, mais c'est une page noire. Il faut dire que les obsèques du parolier Pascal Pouba dit Levo sont programmés pour le 12 et 13 juillet 2026 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La veillée mortuaire est prévue pour dimanche 12 juillet à partir de 18h30 à l'espace Ave Maria situé dans la commune de Kasavubu. Le lundi 13 juillet, la levée du corps interviendra à 9h30 à la morgue du centre hospitalier universitaire du cinquantenaire. Et puis suivi de l'exposition de la dépouille immortelle au niveau de l'espace Ave Maria, toujours dans la commune de Kasavubu. Et puis viendra l'inhumation qui est prévue, elle, à la nécropole entre ciel et terre, aux confins de Kinshasa, vers la Tchango. Et rappelons que Pascal Pouba est décédé depuis le 5 juin 2026 ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir. Audio Jungle.